Alors on a toujours des week-ends très intéressants à Sao Paulo avec pas mal d'actions, et ce week-end n'a pas dérogé à la règle. Belle course, pas assez pour me faire aimer le format sprint, mais pas mal. Vous l'avez compris, aujourd'hui on débriefe le Grand Prix du Brésil 2023, c'est parti. Alors je voulais commencer par l'incident et le crash entre Kevin Magnussen et Alex Albon au départ. Pas de chance vraiment pour les deux, même si on peut plus donner de la faute clairement à Kevin Magnussen. Alors les deux pilotes se retrouvent très vite à la même hauteur, sauf que derrière il y a un Nico Hülkenberg qui a pris un meilleur départ et qui aimerait bien se faufiler entre ces deux monoplaces. Malheureusement pour lui, Kevin Magnussen qui est à l'intérieur à ce moment-là va élargir un petit peu pour tenter de s'ouvrir la trajectoire au premier virage, sauf que Hülkenberg il peut pas faire grand chose. Il se retrouve à ce moment-là dans une situation similaire de ce qu'il a déjà vécu au Qatar avec Esteban Ocon et Sergio Perez. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied deuxième pénalité. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il peut pas faire grand chose, il tente de relâcher un petit peu et même de freiner pour s'enlever un petit peu de ce sandwich. Malheureusement pour lui, ça touche, il touche donc Alex Albon qui va percuter sur le côté Kevin Magnussen. C'est dommage parce que c'est vraiment un incident de course, on est au départ, on regarde pas forcément de partout parce qu'on peut pas avoir des yeux de partout dans une monoplace, d'autant que la visibilité est compliquée dans les Formule 1. Donc j'ai envie de dire incident de course, alors d'ailleurs la FIA n'a donné aucune pénalité, donc ça a bien été jugé comme un incident de course. Si on devait donner une faute, ça serait plus à Kevin Magnussen parce que clairement, Hülkenberg il peut pas faire grand chose à ce moment-là, il est vraiment pris en sandwich, et Alex Albon, lui, il est déjà tout à droite, il peut pas aller beaucoup plus à droite, il lui manque pas grand chose avant d'être très très proche du mur, donc plutôt faute à Kevin Magnussen, mais globalement, ça reste plutôt un incident de course. Alors il fallait absolument que je vous parle d'Aston Martin cette semaine, puisque ça va être la première fois que j'en parle en bien depuis Zandvoort, je crois. Mais qu'est-ce qu'elles étaient rapides ce week-end. Alors Aston ce week-end, ils ont surpris tout le monde, et eux les premiers avec leur performance, c'était absolument incroyable. D'autant que les derniers Grands Prix ont été très très compliqués, notamment le Mexique, pour Fernando Alonso, c'était catastrophique. En vrai, j'ai envie de crever. Quelle horreur. Ah, j'ai envie de crever. On s'attendait pas du tout à les voir là, et d'ailleurs Alonso avait dit de toute façon notre championnat il est terminé, McLaren est trop loin devant et Alpine trop loin derrière, on n'a plus qu'à se concentrer et à essayer de faire un petit peu évoluer la voiture jusqu'à la fin de l'année pour préparer 2024. Au final, Aston Martin ils étaient clairement au rendez-vous, 3 et 4 sur la ligne, deuxième ligne complètement verrouillée pour Aston Martin, surtout grosse performance de Lance Stroll qui prouve que la voiture était vraiment performante ce week-end. Bon, ça fait plaisir, mais pourquoi? Alors pour la qualif, on peut l'expliquer par la météo, puisqu'en effet en fin de session il y a une grosse tempête avec beaucoup de vent et de pluie qui est arrivée sur le circuit, et les pilotes n'ont eu qu'une seule tentative qui a été fortement perturbée justement par le vent, qui a beaucoup poussé les voitures vers l'extérieur, et on voyait énormément de pilotes qui n'arrivaient pas à inscrire leur voiture dans les virages, et qui avaient beaucoup de sous-virages, un petit peu compliqué de faire la performance, on n'avait qu'une seule tentative, à la fin en plus on a eu le drapeau jaune provoqué par la sortie de Piastri qui a d'ailleurs beaucoup embêté Sergio Perez qui n'a pas pu faire de tentative, donc Q3 très perturbé pour tout le monde, et on peut expliquer effectivement sur une seule tentative avec des conditions très particulières que Aston Martin ait réussi à tirer son épingle du jeu, même s'ils étaient au final très loin de la pole de Max Verstappen et même de Charles Leclerc, qui étaient tous les deux je crois en 2 dixièmes devant, alors que derrière Alonso était déjà à plus de 7 dixièmes et demi, donc il y avait quand même un gros gap. Bon par contre ils sont bien arrivés jusqu'à cette Q3, et c'est quelque chose auquel ils nous avaient pas forcément habitués ces derniers week-ends. Il y avait clairement du mieux au niveau performance chez Aston Martin, et en course, surtout en course, gros rythme des Aston dès le samedi en sprint, on l'a vu, même si la qualif du sprint elle a été un petit peu plus compliquée pour les deux Aston, mais en tout cas dans la course sprint ils étaient quand même très rapides, et en course le dimanche ça s'est confirmé avec beaucoup de rythme, un départ cata de la part des deux Aston qui sont restés scotchés sur la grille, passés par Norris et Hamilton d'ailleurs, mais sinon à part ça on s'est plutôt bien débrouillé pour la suite. Alonso avait beaucoup de rythme et termine d'ailleurs sur le podium après une magnifique bataille avec Sergio Perez. On est arrivé quasiment à un photo finish sur la fin, 5 centièmes entre les deux, beaucoup de belles batailles sur cette fin de course justement entre Alonso et Perez, c'était très bien amené, très bien fait, les deux ont pris beaucoup de plaisir d'ailleurs, donc ça c'est la régalade pour nous, voilà, on est derrière notre télé, on kiffe. Voilà, j'aime bien. Du côté de Lance Stroll, il y avait un petit peu moins de rythme que pour Fernando Alonso, mais ça reste quand même une P5, ce qui est quand même très honorable, et je pense même d'ailleurs que ça doit pas être loin de son meilleur résultat, vous me direz dans les commentaires, mais je pense que cette saison, 5ème, c'est sûrement une de ses meilleures perfs. Bon alors ça fait plaisir de revoir les Aston Martin en haut du peloton, malgré tout je pense qu'il faut pas trop s'exciter, ça reste à mon avis un épiphénomène, et surtout il y avait quand même des concurrents en moins, on va en reparler, Charles Leclerc out, un Carlos Sainz qui partait quand même assez loin, 2 Mercedes qui étaient complètement garés ce week-end, et un Oscar Piastri lui aussi partant d'assez loin, donc on a quand même profité de la situation chez Aston Martin, mais malgré tout le rythme était plutôt bon et ça a tenu en course.
Alors pour continuer sur les bonnes surprises, je vais vous parler d'Alpine maintenant qui a réalisé une superbe course après une qualif encore une fois un petit peu difficile et surtout 2 pénalités pour les pilotes Alpine. Ça a été un petit peu compliqué le vendredi. Alors effectivement, ce week-end, la FIA introduisait une nouvelle règle pour la qualification. Fais attention, nouvelle règle. On n'a plus le droit de bloquer un petit peu tout le monde et de ralentir de manière trop frénétique en sortie de pit lane comme l'avait fait Max Verstappen ou encore George Russell il y a quelques courses. Donc malheureusement pour les pilotes Alpine et aussi pour George Russell, pénalité de 2 places sur la grille pour justement avoir trop ralenti en sortie de pit lane. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la règle. Au final, ça s'élance 14 et 15 après avoir signé les 12e et 13e chronos le vendredi. Pas mal, non? C'est français. Alors le dimanche, ça marchait bien mieux pour les Alpines avec une stratégie classique pour Pierre Gasly, soft, medium, soft, stratégie à 2 arrêts qui a été employée par beaucoup de pilotes. Et par contre pour Esteban, c'était un petit peu plus compliqué, il y avait trop de dégradation, enfin c'est ce qu'il expliquait à l'arrivée de la course. Du coup on a basculé sur une stratégie à 3 arrêts qu'il a pas mal pénalisé parce qu'il n'avait pas vraiment le rythme derrière pour combler l'écart et le temps perdu dans les stands pour ce 3e arrêt et cet arrêt supplémentaire par rapport aux autres. Donc c'était un petit peu plus compliqué, il termine quand même dans les points. De son côté Gasly, il était avion, il tenait le rythme de Stroll et Sainz devant lui, il a facilement passé les Mercedes et a quand même réussi à contenir aussi les AlphaTauri derrière. Donc franchement, très belle perf de Gasly qui fait quand même P15, P7, pas mal. Alors maintenant on va s'attaquer à Yuki Tsunoda qui nous a offert une très belle course, un très beau week-end dans son ensemble, surtout après le Grand Prix du Mexique qui avait été compliqué. Là cette fois-ci c'était vraiment pas mal, avec beaucoup de performances sur tout le week-end, sauf la qualif du vendredi qui a été un petit peu compliquée pour les AlphaTauri. Ça sort dès la Q1, Yuki Tsunoda 16e, un petit peu difficile, mais n'empêche le dimanche beaucoup de rythme, il termine juste derrière Lewis Hamilton en P8, ça marque des points, mais ça marque pas que des points pendant le Grand Prix, ça marque aussi des points le samedi en sprint, en terminant 6e après être parti de cette même position. Grosse perf des AlphaTauri en sprint shootout, je crois qu'ils font 6 et 8 pour Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui lui n'a vraiment pas eu de chance au départ puisqu'il a pris un morceau de gomme, je crois, de Alex Albon ou de Kevin Magnussen sur l'aileron arrière. Ça a cassé l'aileron, donc vraiment dommage pour Daniel Ricciardo qui était aussi très rapide comme Yuki Tsunoda, mais en tout cas, on est quand même allé chercher des points du côté du japonais, ce qui est vraiment très bien pour AlphaTauri parce qu'il pourrait même dépasser Williams maintenant au classement constructeur, ce qui serait vraiment énorme puisqu'ils ont déjà gagné 2 positions en championnat. Il pourrait encore en gagner une. Ça fait beaucoup de millions à gagner. C'est à peu près 10 millions supplémentaires à chaque position que vous gagnez au championnat. C'est donc très important. Et là, AlphaTauri, en cette fin de saison, ils font plein de points et remontent très fort dans le classement. Bon alors pour tous les fans de Ferrari, rendez-vous directement au point suivant. Je vais beaucoup souffrir pour faire cette partie de la vidéo. On va parler de Charles Leclerc. C'est tellement pas cool, frère. Bon alors vraiment, Charles Leclerc, c'est le mec le moins chanceux que je connaisse sur cette terre. Alors belle perf le vendredi après-midi avec un 2e temps à 2 dixièmes de Verstappen, c'est pas mal. Donc ça s'élance sur la première ligne, on se dit que potentiellement ça va pouvoir faire un bon départ puisque le sprint, c'était Max Verstappen qui partait en 2e place derrière Lando Norris et il l'a complètement bouffé au départ. Donc il y avait beaucoup d'espoir de mon côté notamment sur Charles Leclerc pour essayer de prendre Verstappen au premier virage. Résultat, il n'a même jamais atteint son emplacement sur la grille. Pourquoi? Puisque dans le tour de formation, perte du système hydraulique. Alors je sais pas trop ce qu'il y a eu, est-ce que c'est une fuite, est-ce que c'est une casse. En tout cas, il perd l'hydraulique, ça veut donc dire qu'il perd la direction assistée. Donc d'un coup, Charles Leclerc a tiré tout droit. Juste après ça, les roues arrière se sont bloquées, spin, et on tape par l'arrière dans les Tech Pro. Ça repart quand même avec un aileron avant cassé, donc techniquement on aurait pu partir des stands, mais bon, c'est mort parce que ça c'est sans compter l'hydraulique qui venait de péter. Et là clairement c'est pas une petite réparation. Alors pendant le drapeau rouge, Charles Leclerc s'est dit pourquoi pas, je retourne à ma voiture, je la redémarre, je retourne dans les stands et on répare. Je me suis dit, saoul. C'est plus compliqué que ça. Alors oui, on peut maintenant redémarrer une Formule 1 sans forcément avoir le démarreur externe dans le garage. C'est avec le MGU-H en fait, ou le MGU-K d'ailleurs, je sais plus. Mais en tout cas, on prend de l'énergie électrique dans la batterie qu'on vient injecter dans le moteur pour le faire démarrer tout simplement. Donc c'est une possibilité. Malgré tout, il s'était quand même détaché, débranché la radio, etc. Remonter dans la voiture, ça allait être un peu compliqué. Et puis surtout, réparer un problème hydraulique sur une voiture, ça peut venir d'à peu près n'importe où dans la caisse. Ça peut être une fuite, ça peut être une casse, ça peut être une petite pièce microscopique à un endroit. Donc réparer en 10-15 minutes le temps d'un drapeau rouge, c'est clairement impossible. Déjà que changer l'aileron de Daniel Ricciardo, c'était très chaud. Et alors pour achever les espoirs de Charles, les commissaires avaient garé la voiture je ne sais où. Le frérot était dans la forêt quand on a eu un zoom à la télé. La voiture était dans l'herbe, je sais pas où elle était, mais en tout cas impossible de revenir sur la piste.
Voilà, fin de saison assez catastrophique. Si on parle rapidement de Carlos Sainz pour clore un peu le sujet Ferrari, il a été plutôt bon, j'ai envie de dire, même si le rythme n'était pas fracassant. Il a quand même réussi à remonter, il était largement devant les Mercedes, devant aussi l'Alpine de Pierre Gasly. Malheureusement, il en manquait un petit peu pour aller chercher Lance Stroll, et globalement, il en manquait un peu beaucoup pour aller se battre pour le podium. Alors on peut quand même se demander si Charles aurait eu le rythme pour garder Alonso et Perez derrière lui. Je pense que Stroll, ça l'aurait fait assez largement. Mais pour Alonso et Perez, je pense que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Lando Norris devant, de toute façon, je pense qu'il avait plus de rythme et qu'il aurait été quand même facilement devant. Beaucoup de points perdus, d'autant que Mercedes, et on va en parler juste après, ont connu un week-end catastrophe. Et c'était le moment pour Ferrari de faire le plein de points face à Mercedes, justement, pour revenir et recoller au championnat à 2 courses de la fin de saison. Alors maintenant que les fans Ferrari sont de retour parmi nous, je vais demander à ceux de Mercedes de partir. Alors c'est une blague, restez, c'est important pour le référencement, s'il vous plaît. Alors on n'a pas connu le week-end le plus facile chez Mercedes, puisqu'on a manqué de vitesse pure, de vitesse de pointe. La Mercedes était l'une des plus lentes sur la grille, et on a surtout manqué d'exécution également dans les stands. C'était encore une fois compliqué, avec des arrêts qui étaient moyens, pas catastrophiques, mais moyens. Donc faut quand même progresser de ce côté-là pour Mercedes. C'est d'ailleurs ce que confiait Toto Wolff il y a quelques courses. Mercedes est une équipe qui a eu l'habitude de dominer avec tellement d'avance qu'au final, on se pressait pas pour les arrêts, on se forçait pas à faire d'excellentes stratégies. Il suffisait de faire le truc basique, on va dire, et puis de toute façon, on allait gagner. On pouvait même faire des erreurs stratégiques et quand même gagner. Mais malheureusement, quand la voiture ne marche plus, on peut plus se permettre tout ça, et aujourd'hui, Mercedes a besoin de se reconstruire et de retrouver de l'efficacité dans l'exploitation de la voiture en piste. Ça veut dire meilleure stratégie, meilleurs arrêts au stand. Bon, alors pour revenir sur la course des Mercedes en elle-même, elle s'élance 5 et 6 sur la grille, donc c'est au final pas si loin que ça, mais ça va terminer 8ème et abandon pour George Russell. Je crois qu'il y avait un problème de surchauffe au niveau de l'huile dans le moteur, donc on a dû le faire abandonner. Bon, alors avant ça, les Mercedes étaient complètement garés, ça usait beaucoup trop la gomme pour les deux voitures. Alors niveau stratégie, c'était un petit peu bizarre. En début de course, Russell annonce à la radio qu'il n'attaquera pas Hamilton, puisque le but c'est de jouer en équipe et de remonter. Au final, 2 tours plus tard, il se plaint qu'Hamilton est trop lent et demande à passer, donc j'ai pas très bien compris cette partie-là. Ensuite, c'était compliqué, on demande à Russell à un moment d'attaquer très fort, donc on se dit qu'on va peut-être passer sur une stratégie à 3 arrêts, mais en attendant, il y a quand même Hamilton qui est devant et qui bloque, donc au bout d'un moment, on se dit non mais t'inquiète, on va rester sur cette stratégie. Donc c'est soft, medium, soft, la stratégie utilisée par tout le monde quasiment ce week-end. Gros manque de rythme global, beaucoup trop d'usure sur la gomme, et surtout énorme manque de vitesse de pointe. La Mercedes, DRS ouvert plus aspiration, n'arrivait pas à remonter sur des voitures qui n'avaient pas le DRS et qui n'avaient pas d'aspiration. C'est catastrophique. C'est la vie et c'est tout, c'est comme ça. Alors on le sait, la Mercedes génère pas mal de traînées et ont un moteur qui est pas forcément le meilleur du plateau, comme il l'a pu l'être à l'époque. Donc c'est un petit peu compliqué, mais là ce week-end, je trouve que la différence était vraiment énorme. On a vu notamment Gasly passer avec une facilité déconcertante, alors qu'on sait que l'Alpine, c'est clairement pas la meilleure dans l'exercice de la vitesse de pointe, même si ce week-end du côté d'Alpine, on avait déchargé les ailerons arrière un maximum pour tenter de gagner en vitesse de pointe. Et clairement, ça a très bien marché puisque ça déposait complet les Mercedes. Elles ne pouvaient rien faire face aux Aston Martin, McLaren, Ferrari ou même Alpine. C'était très compliqué, même Tsunoda passe facilement. Faut pas oublier que l'AlphaTauri, avant les 2-3 dernières courses qu'on vient de vivre, c'était l'une, si ce n'est la pire voiture du plateau. Donc là, se faire passer avec autant de facilité, ça fait quand même très très mal pour Mercedes, qui va devoir vraiment revoir sa copie pour l'an prochain, avec une voiture qui génère moins de traînées pour gagner en performance en ligne droite, et aussi qui use un petit peu moins sa gomme, parce que là sur ce week-end c'était compliqué. Mais de manière générale, ce qu'on peut observer, c'est qu'à part Red Bull et peut-être McLaren sur la fin de saison, aucune équipe n'a de régularité dans sa performance. On a toujours chez Mercedes, chez Aston Martin, chez Ferrari, des week-ends incroyables, on a beaucoup de perfos, on peut presque aller jouer avec les Red Bull, et d'autres week-ends catastrophiques, on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi. Un week-end on est rapide, un autre on ne l'est pas. Et d'ailleurs chez Mercedes, ce week-end, c'est une course qu'on attendait quand même avec pas mal d'impatience. On sait que l'année dernière ils avaient été plutôt rapides sur ce circuit avec la première victoire de George Russell et la seule victoire Mercedes de l'année. Au final ça a été complètement l'inverse. Week-end difficile pour Mercedes, clairement il va falloir bosser. Et voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. On se retrouve dans 2 semaines pour ce fameux premier Grand Prix à Las Vegas. Va falloir se lever tôt, d'ailleurs 7h du matin dimanche pour voir ce Grand Prix de Vegas qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche aux États-Unis. J'ai pas hâte en vrai, mais bon, peut-être que je serai surpris et que ce sera un banger absolu. En attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, t'actives la petite cloche et tout, ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.